Et les résultats de l'enquête PISA, publiée aujourd'hui, menée dans 72 pays, elle évalue de manière très précise le niveau des élèves, notamment en sciences. La France, comme lors des précédentes enquêtes, obtient tout juste la moyenne, très loin des meilleurs. Illustration et explication dans un lycée de Rennes avec Quentin Fichet et Karine Bourdet. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous rappeler ce que c'est la masse molaire, justement? 2h30 de concentration. Cette classe de seconde suit ce matin un cours de sciences physiques. Objectif pour les lycéens rennais, saisir la différence entre une solution, un solvant et un soluté. Des notions difficiles. Ils vont faire l'effort d'apprendre des choses, mais ils ont parfois du mal à les réinvestir dans des résolutions de problèmes qui sont différentes. C'est quelque chose qu'on travaille avec eux. Ces difficultés sont visiblement partagées par les autres élèves français. Le rapport PISA dévoile aujourd'hui qu'en sciences, la France n'a connu aucune amélioration notable en une décennie. Le pays reste moyen, en 20e position dans le classement des 35 pays de l'OCDE. Alors, est-ce que tu peux titrer ce schéma? Comme tous les 3 ans, PISA a évalué 6000 élèves français âgés de 15 ans. Les exercices étaient très concrets. Il fallait par exemple expliquer de manière scientifique des phénomènes comme la disparition des colonies d'abeilles. Ou interpréter des données, celles d'une centrale électrique notamment. Dans le reste des matières évaluées, en compréhension de l'écrit et en mathématiques, la France reste également en milieu de classement, 16e et 19e. À chaque fois, le pays recule d'1 ou 2 places par rapport à 2012. Surtout, PISA considère la France comme l'un des pays les plus inégalitaires de l'OCDE. On voit que la France, avec la Hongrie et la Grèce et le Luxembourg, sont les pays où le niveau socio-économique influence le plus la performance qu'on peut obtenir. En d'autres termes, plus un élève est pauvre, plus il rencontre des difficultés en classe. En septembre dernier, une autre étude avait déjà abouti à ce constat très préoccupant. Bonsoir Julien Roux. Bonsoir. Vous êtes notre spécialiste éducation. Alors cette enquête, comme les précédentes, montre une fois encore que le système éducatif français est très inégalitaire et parmi les plus inégalitaires. Le diagnostic est clair, Gilles. Les écarts scolaires se creusent. D'un côté, on a 8% d'une élite et de l'autre côté, on a 22% d'élèves en difficulté. Une école à 2 vitesses, donc, dans laquelle 40% des jeunes issus de milieux défavorisés sont en difficulté. Des difficultés scolaires que rencontrent seulement 5% des jeunes issus de milieux favorisés. Alors l'autre résultat marquant de cette étude, c'est la réussite éclatante des pays asiatiques. Oui, c'est une ville et un État à la fois de 5 millions d'habitants qui caracolent en tête du classement devant le Japon et l'Estonie. Son nom, Singapour, est devenu un label. On parle de méthode de Singapour. Elle offre une approche très ludique et concrète des sciences. Là-bas, on apprend à compter par la manipulation à l'aide de petits cubes, par exemple. Les enseignants sont également mieux formés tout au long de leur carrière. Et puis, on a également des professeurs plus qualifiés qui sont déployés dans des établissements difficiles où ils sont mieux payés. Résultat, les jeunes Singapouriens ont aujourd'hui 2 années scolaires d'avance par rapport à nos collégiens français du même âge. Si les élèves français ont parfois du mal, c'est aussi parce que nos méthodes d'enseignement sont restées traditionnelles, des cours magistraux devant 35 élèves, et pourtant d'autres méthodes existent. Vous les découvrirez chaque soir cette semaine. Ce soir, l'école mutuelle, reportage de Julien Roux et Anaïs Barthes, c'est donc le premier épisode de notre série Apprendre autrement. Dans cette classe, le professeur de biologie n'est pas au tableau, mais au milieu de ses élèves répartis en petits groupes. Donc là, je vous ai mis une photographie de 2 chromosomes. Après 20 minutes de cours théoriques, ces terminales scientifiques se répartissent librement sur l'un des 7 tableaux mis à leur disposition. Comme on a déjà bien compris le cours, on a voulu essayer de faire des exercices type bac pour voir si on en est capable. Eux deux, ils font F1 et après, ils croisent F1 avec un autre... On est plus à l'aise entre nous, on a moins peur de se lancer et du coup, on apprend mieux. Le fait de faire sur les tableaux, ça remet tout en ordre et du coup, c'est plus carré dans la tête, c'est plus ludique, c'est plus visuel. Ici, chacun avance à son rythme en fonction de ses besoins. Baptiste et Estelle préfèrent approfondir le cours. J'ai un peu moins bien compris que ma camarade, du coup elle m'explique un peu. D'expliquer, ça me fait aussi réfléchir à ce que je dis, voir si j'ai bien tout compris dans les détails. Et puis comme ça, si on a une question ou si on n'est pas d'accord, on peut en parler. Après, on peut demander au professeur. Monsieur, il ne comprend pas bien la question. Le professeur, lui, vérifie l'avancée du travail et met en relation les élèves en difficulté avec ceux qui ont acquis les connaissances. L'exercice sur le poulet, là, tu peux leur expliquer? Parfois, je dois le dire, un élève va être plus à même que moi
de comprendre le cheminement particulier de son camarade et de voir le point d'achoppement et de débloquer une situation. L'objectif, je dirais, c'est d'utiliser le potentiel d'explication inné des élèves, qui me permet de me concentrer vraiment sur les élèves qui ont des besoins, qui sont en difficulté. C'est du sur-mesure quelque part. Cette pédagogie, imaginée par Vincent Fayet, s'inspire de la classe mutuelle, pratiquée au XIXe siècle. Les élèves les plus avancés, appelés moniteurs, étaient formés par le maître pour superviser les élèves les plus jeunes. Une recette ancestrale qui porte ses fruits. Mes notes, elles ont augmenté par rapport à l'année dernière, on faisait pas ça. Avant, on était tous sur une table, pendant 2 heures, on décrochait, c'est comme ça. Et puis, avec cette méthode-là, voilà, on est actif dans le cours, on va dire, on aime apprendre. Et on est dans le cours, on aime ce qu'on fait. Cette classe mutuelle, qui a reçu l'aval de l'Éducation nationale, inspire d'autres enseignants. Dans ce lycée, 10 professeurs ont décidé d'expérimenter cette manière différente d'apprendre et de transmettre. Collège sans classe, cela se passe à Nantes et c'est un reportage que vous avez tourné avec Yves Le Bacon et c'est le 2e épisode de notre série Enseigner autrement. Je m'appelle Moé et j'ai 11 ans. Je m'appelle Ambre et j'ai 12 ans. Je m'appelle Maxime et j'ai 13 ans. Je m'appelle Léa et j'ai 14 ans. Ils n'ont pas le même âge mais suivent le même cours d'anglais. Okay, table test first. Dans ce collège, il n'y a plus de classe entre la 5e et la 3e, mais des groupes de niveau constitués en fin de 6e. Dans chaque matière, les élèves sont répartis en fonction de leurs compétences, d'apprentis à experts. Ici, chacun évolue à son rythme et peut changer de niveau en fonction de ses progrès. Puis nous, on est en initié, on n'est pas un hyper bon niveau, mais on est pas mal non plus et on pourrait améliorer. Ce qui est bien, c'est qu'il faut monter dans tous les niveaux et donc ça motive les élèves. On a des connaissances un peu différentes, mais on travaille ensemble et puis ça enrichit un peu notre travail. Pour leurs professeurs, c'est également une nouvelle manière d'enseigner. C'est pas sur l'âge qu'on se base pour faire nos cours, c'est sur ce qu'ils sont capables de faire. Après, il faut gérer aussi les maturités différentes, mais c'est quelque chose qui se met en place assez facilement. Une pédagogie différente, ouverte à tous, mais particulièrement adaptée aux élèves à haut potentiel ou en rupture avec le système scolaire classique. On est vraiment sur des jeunes qui ont une potentialité, mais qui n'arrivent pas à la révéler dans l'organisation ordinaire. Donc il faut leur apporter une autre réponse, une réponse plus personnalisée et où surtout ils deviennent acteurs de leur formation. Et pour responsabiliser les élèves, on a supprimé les notes. Illustration dans ce cours de biologie. Je vous rappelle de m'appeler, hein. Si vous voulez valider des niveaux de compétences, vous m'appelez. Hein. Sur sa tablette, le professeur tient une grille d'évaluation pour suivre au plus près les progrès de ses élèves. Chaque séance de cours, j'évalue les élèves sur les compétences. Et c'est à eux, bien sûr, de me dire quand ils pensent être rendus à tel ou tel niveau de la compétence. Que ça valide. Benzo était rendu au niveau 4, mais maintenant il a un objectif. Son objectif, c'est le niveau 5. Et au fur et à mesure, il va essayer de monter en objectif. Donc ça le motive. En fait, c'est pas comme les notes, mais c'est nous qui avons notre note. En gros, vu que c'est nous, on ne travaille pas, mais on peut pas augmenter de compétences. La première partie de schéma, elle est bien. D'accord. Mais il faut la deuxième partie maintenant. Je préfère cette méthode. Parce que du coup, on peut pas baisser. On démarre l'année en étant apprenti, mais on peut que monter dans les niveaux et c'est ça qui est super. Individualiser l'enseignement tout en favorisant le travail par petits groupes, une source de motivation supplémentaire pour trouver ou retrouver le goût d'apprendre. Quentin Fichet et Jean-Philippe Eckett ont testé la classe inversée dans un collège de Dordogne. C'est la suite de notre série Enseigner autrement. Votre enfant travaille certainement de cette manière. La leçon lui est expliquée en classe, puis le soir, il fait ses exercices à la maison. La classe inversée, c'est précisément le contraire. D'abord, Louis regarde chez lui le cours envoyé par son professeur. Les aménagements doivent également préserver et protéger. Une vidéo de 6 minutes sur l'aménagement du territoire. Comme l'île de la Réunion. Je regarde la vidéo et en même temps, en regardant la vidéo, je fais le quiz à côté. Et ça l'envoie directement à mon professeur. Deuxième étape, le lendemain, au collège. Cet enseignant d'histoire-géographie a installé un étonnant rituel avec sa classe de 3e. Qui a la plus grande zone économique exclusive? Un questionnaire permet de s'assurer que tous ont bien saisi la leçon. Chaque élève a son QR code, ce symbole carré. Il le tourne en fonction de la réponse qu'il choisit. Sur son téléphone, le professeur voit immédiatement qui a juste, qui s'est trompé. C'était la réponse C. Puis, un travail est attribué à chaque groupe. Oui, on verra. 6. Aménager un territoire ultramarin. D'accord. Le temps de classe est un temps d'activité.
Ils sont vraiment au travail, il n'y a qu'à les regarder, ils sont en train vraiment de faire ce que je leur ai demandé de faire, et donc de construire, c'est là l'important, de l'autonomie. Les élèves sont plus autonomes souvent, on me le dit après mes collègues de lycée, de construire leurs connaissances, et là c'est à peu près équivalent à ce qu'on peut faire sur un cours plus traditionnel. C'est plus vivant, il y a on fait plus de choses. Lorsqu'on est solo, c'est pas facile, alors qu'on est en groupe, on apprend plus vite. Vu qu'on a des opinions différentes que la nôtre, on en apprend encore plus. Quels sont les lieux? Quelles sont les consignes? Les mots-clés? Je suis non pas devant ma classe, mais je suis au milieu de ma classe avec mes élèves. Pour l'instant, la moitié des classes inversées est implantée au collège. Mais 10% environ se développent aussi à l'université. Dans ce cours de mécanique, une fois encore, la technologie sert à l'apprentissage. Les étudiants votent en direct. Vous réfléchissez et vous répondez. Ici, le professeur construit son cours à partir des exercices envoyés la veille pour capter l'amphithéâtre. Le fait qu'ils aient travaillé à l'avance, eh bien, ils se sont confrontés à des questions, ils ont réfléchi, et lorsqu'ils arrivent en amphi, en tout cas pour ceux qui viennent, il y a une vraie attention. La classe inversée est en plein essor depuis 3 ans. Ce choix pédagogique aurait déjà été adopté par plus de 20 000 enseignants français. Dans le Nord, un instituteur a fait sienne cette recommandation d'Anatole France. On apprend qu'en s'amusant, c'est le 4e épisode de notre série Enseigner autrement. Il est signé Julien Roux et Erina Fourny. Jouer en classe, un rêve pour n'importe quel écolier, mais pour ces élèves de CE2, c'est avant tout une activité éducative. 4 x 6, ça fait 24. Donc déplace les suivants. Chaque matin, les enfants ont droit à un quart d'heure de jeu libre avant le début du cours. On range les jeux, on s'installe à sa place. Enseignant depuis 10 ans, Mathieu Quesnay imagine des jeux pour ses élèves, comme cette tulipe, pour découvrir la nature des mots. Timéo, est-ce que tu peux nous dire quelle est la nature du mot trop en l'affichant sur la tulipe? C'est M. Mathieu qui l'a construit, on a juste à tourner. C'est tout rigolo. Ouais. Les enfants bougent les doigts, manipulent, ils vont pouvoir se déplacer puisqu'ils vont venir au tableau avec la tulipe. Donc on est dans la pédagogie active. Ils sont concentrés, intéressés et par ce biais-là, en fait, ça leur permet de construire des apprentissages. C'est des jeux de vocabulaire, de maths, un petit peu de tout, quoi. Donc on apprend mieux et on peut mémoriser mieux. On s'en rend pas compte qu'on est en train d'apprendre. Ça fait plaisir à Monsieur Mathieu qui veut nous apprendre des choses et puis nous, ça nous fait plaisir parce qu'on veut jouer. Si on pouvait faire ça avec les devoirs, ça serait bien. Des jeux coopératifs avec cette cible pour apprendre les multiplications. Attention, vous avez vu sur certaines flèches, on a les signes multipliés, x2, x4. Ou encore ce tableau interactif pour jouer avec les mots. Le fait d'utiliser les numériques, ça nous apporte une interactivité et de l'autonomie qu'on n'a pas forcément sur des jeux de société. On a beaucoup plus d'interaction avec ses copains, avec ses pairs, et on a de l'apprentissage pair à pair. Cette pédagogie inspirée de la méthode Montessori ne remplace pas pour autant les apprentissages traditionnels avec papier et crayon. 2 fois par semaine, la classe s'ouvre même au Fali. Vous allez bien? Ça va bien. Parents et grands-parents sont invités à tester des jeux créés par l'enseignant. Ça, c'est vous, la garante du trésor. Ah, une surprise. C'est sympa, ça. C'est des jeux qui sont super intéressants parce que constructifs. Une manière également de mesurer les progrès des enfants. Il apprend plus vite et je pense qu'il apprend mieux. Ça nous permet, nous, parents, de découvrir qu'on peut apprendre par le jeu et qu'on peut après le reproduire à la maison. À 34 ans, ce professeur joueur a déjà mis au point plus de 30 jeux éducatifs. Ultime consécration, des éditeurs ont décidé de commercialiser une dizaine de ses créations.